il est quand même... Il y a un optimisme chez Camus qu'on retrouve chez Mattei et qui n'est peut-être pas étranger à l'amour de la terre natale, qui s'appelle Ithaque, qui est le lieu du retour vers justement notre origine et qui est la source de cette espérance vers laquelle qui nous attire, qui justifie notre retour vers cette terre natale, qui n'est plus la terre introuvable, justement, qui est devenue la terre introuvable pour Camus, comme pour Mattei. Parce que ce sont de grands nostalgiques, enfin juste un point là-dessus, ce sont de grands nostalgiques, pour une raison très simple, enfin, les hellénistes le savent, la nostalgie c'est la douleur du retour. La douleur du retour c'est quoi? C'est que, quand on est nostalgique, on voudrait revenir au lieu dont on a le regret. Bon, d'une certaine façon, jusque-là tout va bien. Tant qu'Ulysse est en vacances, il veut revenir à Ithaque, il peut se plaire à espérer le retour à Ithaque comme la fin des soucis. Mais le vrai problème se pose pour le nostalgique le jour où il revient. C'est-à-dire le jour où il arrive à Ithaque, le jour où il revient en Algérie. Et il découvre que le lieu qu'il regrettait a lui-même définitivement disparu. Et là, il faut entendre douleur du retour en un autre sens. L'objectif objectif devient subjectif. Le douleur du retour, la vraie douleur du retour, c'est la douleur de constater en revenant qu'on a trouvé un monde qui n'est plus celui qu'on avait quitté. Jean Kelevitch parlait de cela quand il parlait de Ulysse, le lendemain du retour d'Ulysse. Il tue les prétendants, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec Pénélope. Alors elle, contrairement à lui, elle a pris 20 ans. Et puis, voilà. Alors il se réveille le matin, puis ça y est, quoi. Il y a quelque chose de ce désarroi-là, il faut jouer avec ce désarroi, savoir jouer avec le désir qu'on peut avoir, le désir perdu d'avance, cette nostalgie de l'avenir, en fait. Ce désir qu'on peut avoir de revenir en un lieu dont on sait à l'avance ce que j'ai dit. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Ce mot de Kierkegaard, cite Camus, illustre parfaitement. Peut-être la question de l'horizon du sens aussi, parce que quelque part, il y a aussi la quête de l'étoile. Il le dit bien pendant tout son premier chapitre. Si on a égaré l'étoile, à quoi attendons-nous et finalement, le repère est peut-être perdu. J'aimerais venir peut-être à un autre aspect du livre qui rejoint d'ailleurs une deuxième question que vous lui adressez, Raphaël, c'est la question sur le masculin et le féminin, notamment avec la question de la linguistique, et d'autant plus qu'il dit que l'humanité... La théorie du genre. Je ne sais pas si j'y vais jusque-là. C'est difficile pour ça que... Tu m'imagines, non, on va pas discuter. Non, mais non, pas. Je voulais vous dire par rapport à la question il parle d'une humanité asexuée, vous l'interrogez là-dessus, sur cette question du... Bon, c'est certainement par rapport à Derrida, la déconstruction, le langage, on l'a bien compris, et puis ce masculin-féminin qui n'existe pas, ou en tout cas des distinctions d'un pays à un autre, d'une langue à une autre qui n'existe pas, et vous le questionnez là-dessus. Oui, il est beaucoup plus camusien que moi là-dessus, parce que Camus faisait une différence claire entre les hommes et les femmes, et j'ai tendance à tenir pour un progrès de civilisation, justement, cette indifférenciation croissante. Et donc on a eu maintes discussions sur ce sujet, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Le seul jour, c'est lui qui avait raison, mais le seul jour où j'ai marqué des points, c'est le jour où, pardon-moi, je m'en sors avec une anecdote, mais c'est très bien, c'est très bien. Le seul jour où j'ai marqué des points, c'est quand, dans la même discussion, on parlait de théorie du genre, puis de Marcel Proust, etc., je dis arrêtez, vous n'allez pas citer Proust maintenant, pourquoi? Il me dit parce que c'est le roman, la recherche du temps perdu, est le roman de la théorie du genre. Il n'y a pas un individu, il n'y a pas un personnage de la recherche qui a une trajectoire conforme à la forme de son sexe. La fille de Vinteuil est un garçon manqué, Albertine ne nous en parle même pas, le narrateur n'en parlons pas non plus, Morel, l'amant de Charlus, c'est une pain-bêche, l'ambassadeur Vaugoubert, c'est une femme dont la femme est un homme parce qu'elle est virilisée par le fait de n'être plus désirée par son mari. C'est le roman de la théorie du genre. Donc, vous, Jean-François, qui aimait Proust et qui défendait le principe de sa lecture dans le lycée, comment vous pouvez vous opposer à la théorie du genre? C'est par accord. Ça ne fonctionne pas. Et il m'avait souri avec une infinie bonté, un grand silence. Et il n'a jamais répondu à ça. Il n'a jamais répondu à ça, mais c'est la seule fois. Pour le reste, évidemment, comment dire, peut-être croyait-il à la vérité, mais ça n'empêchait pas de saluer les évidences. C'est lui qui avait raison, sauf que il me semble que, comment dire, on n'est pas moins fidèle à sa pensée quand on pense contre lui aussi. Ça n'est pas trahir une pensée que de penser contre elle. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Voilà. C'est pas trahir une pensée que de penser contre elle. De s'appuyer sur elle pour penser contre elle comme on continue à discuter avec son pote. Ce qui est quand même très important, ce qui est fondamental. Il y a de ce point de vue un privilège de l'exercice de la philosophie parce que il y a Lucien Jaffalion, c'était comme ça pour moi aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'est un jeune homme de 92 ans qui est mort en pleine forme.
qui la veille de sa mort buvait du château Margaux, mais avec qui on peut continuer à discuter, c'est-à-dire avec les livres de qui on peut continuer à discuter. Et c'est cette conversation imaginaire en fait que je réactive aussi dans cette anecdote. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le lien entre Platon et Badiou. Que je trouve aussi, ah oui, ça c'est l'antipatonie. Oui, ça c'est l'antipatonie. Ça c'est très simple, très rapidement. Alors voilà, rapidement, vous avez une traduction de La République de Platon par Alain Badiou, qui est un livre de Platon sur la pensée de Badiou. Qui est un scandale philologique, un scandale... enfin, c'est un scandale à tous les... Idéologique, c'est même pas la question. Le texte est tellement scandaleux que c'est même pas la question. La question c'est même pas le maoïsme de son auteur qui scandalise, c'est la façon dont il se sert du texte pour le faire servir des dessins qui ne sont pas les siens. Ça, c'est ahurissant. Et quand Jean-François Mattei, lui, par exemple, prend le dispositif de la caverne, anabase, catabase, il prend le dispositif de la caverne de Platon pour montrer qu'en fait, c'est déjà le dispositif d'une salle de cinéma. Eh bien, il fait beaucoup moins d'anachronisme que Alain Badiou quand il montre que Platon est un maoïste déconstructeur du parlementaro-capitalisme. Si vous voulez. Voilà, c'est plus riche, c'est plus intéressant, c'est plus généreux, c'est plus fécond, c'est moins con. Voilà. Sur votre dernière question, Pierre-Henri, vous répondrez peut-être parce qu'il y a eu une transition, justement à la question de l'art, puisqu'on sait qu'il aimait la musique, il jouait de la musique, il était passionné de cinéma et très érudit en la matière. Est-ce que c'est un chapitre consacré à l'art dans son œuvre et à cette déconstruction aussi dans l'art? Est-ce que vous voulez peut-être ajouter... On va demander à Carole plutôt d'intervenir sur cette question, parce que c'est son domaine, oui, je pense qu'elle va en parler. On va donner la parole au public après, donc vous souhaitez pas répondre. Non, je ne sais pas, Bien sûr, bien sûr. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Madame Delson, sur votre... Bon, moi, je voudrais dire un petit mot, parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'étais, comme vous tous ici, vous toutes, vraiment ébranlé lorsque j'ai appris le décès de Jean-François, mais ébranlé au-delà de ce qui est imaginable. C'est-à-dire que je le connaissais, on se rencontrait régulièrement à la rencontre de Cannes chaque année dans un contexte extrêmement favorable. Mais il y a quelque chose qui m'a en effet dévasté. Parce que, je voudrais juste le dire, il le dit très bien dans son livre en parlant de l'architecture et l'architectonique, c'est-à-dire ce devoir qu'a un individu de se construire de manière harmonieuse. Et c'était incroyable comme Jean-François avait réussi cette construction, cette érudition joyeuse, ce gai savoir, ce talent artistique, cette curiosité dans tous les domaines de l'existence, de la technique, de la science, des arts, de l'international, du sport, dans tous les domaines, on pouvait parler de tout et discuter avec lui, était extraordinaire. Et c'est vrai que l'architecture c'est bien, mais c'est vrai qu'à un moment quand ça s'arrête, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que le monument est fait pour durer éternellement. Et en un sens, en effet, il dure éternellement. C'est-à-dire que le corps n'est plus là, mais cette singularité-là, c'est peut-être ce qui reste de l'immortalité de l'âme platonicienne. Cette singularité-là, c'est peut-être du tout une infidélité totale à l'idée platonicienne, mais cette singularité-là est extraordinaire et elle est effectivement ce qui caractérise la place de Jean-François de Mattei dans un cosmos qui n'existe pas, bien sûr, ce cosmos, mais il l'a fait. Il y a une petite singularité aussi qui tient au fait que, pour l'heure, nous l'avons connu. C'est-à-dire qu'on se souvient de lui, on se souvient de sa voix, et certains plus que nous, bien sûr, mais on se souvient de sa voix, de son sourire, etc. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi le recouvrement d'une pensée qui maintenant a pris son envol et qui existe de façon autonome, qui s'est détachée de son corps. Et puis ce souvenir-là est mêlé d'un souvenir vivace, d'un souvenir vif. Ce qui fait de nous, peut-être, alors je ne sais pas si ça nous met en position favorable pour en parler ou défavorable. Voilà. Ça, pour le coup, c'est une question qui reste ouverte et dont les générations à venir s'emparent. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous laisse dans l'ordre de la présence, ce qui est très bien. Madame Delson voudrait rajouter quelque chose, m'interdit, donc avant de passer la parole à la salle. Oui, je voulais juste rajouter que vous avez parlé tout à l'heure du désespoir de sa pensée, il y a quelque chose comme ça. En effet, L'homme est indigné, c'est moi qui me suis occupé de sa publication les deux fois, parce qu'il y a eu
Et chaque fois, j'étais saisie par le désespoir de sa pensée, et en même temps, l'optimisme de son caractère, pratiquement en fin de sa vie. Je voudrais quand même insister sur le fait que c'est un homme qui, autant que je pu le connaître, bien sûr, tentait constamment de réaliser sa pensée dans sa vie. Et ça me paraît très important, parce qu'il n'y a rien de plus difficile, vous savez, que de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on pense. Enfin, c'était quelqu'un qui essayait constamment, je crois, de lier tout. Et c'est pourquoi dans la publication chez Manusius que nous sommes en train de faire, je crois que ce n'est pas encore publié, j'ai fait un article à son propos, mais peut-être qu'il peut paraître décalé, mais qui pour moi est complètement en plein dans le sujet, qui s'appelle La vie dans la vérité ou la tunique sans couture. Pour moi, c'est très important de dire ça sur Jean-François. Ben, écoutez, merci à vous pour ces belles paroles. C'est vrai que l'homme, moi je peux en parler par rapport à mes études sur Nice, où je l'ai fréquenté en vivant ces paroles, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait un enrichissement énorme parce qu'il était de l'ordre de la présence, hein, bien sûr, dans la façon dont il nous a inculqué Camus, pas seulement toute l'Antiquité avec Platon. Et c'est vrai que quelque part, on ne l'a pas encore perdu, il est toujours là. Moi je le lisais, j'avais encore l'impression de l'entendre. Il y a un petit recouvrement là. Il y a un recouvrement. Et il est là, et c'est ce qui fait peut-être la beauté de la chose, c'est que son sourire nous suit dans ce chemin qui, par contre, nous mène quelque part, parce que ça nous mène à sa rencontre, et c'est peut-être l'essentiel de cet ouvrage, L'homme dévasté.